Macron pour la 8e année. Ouais. Ce monsieur Macron, on l'a vu venir depuis 2015. C'est quelqu'un de dangereux pour notre pays. Il est toujours là. Il va être l'arbitre des bons offices. Il va faire sa tambouille et il l'a dit, son agenda, il est supranational. Si la France est bloquée, ne peut pas être gouvernée, eh beh, il y aura des tutelles, FMI, et cetera, Commission européenne et il va pouvoir, finalement bien s'en sortir parce que le système, enfin la Cinquième République permet justement au président de la République, en cas justement de cohabitation de ce type, qui est une cohabitation bizarre d'ailleurs, parce que le bloc bourgeois est central, donc il va cohabiter avec lui-même, hein, quand même, hein, globalement. Mmh. Permet Oui. justement de se dégager de la scène nationale pour, investir la scène internationale. Donc finalement, ça lui laisse 3 ans pour faire ses manœuvres, à mon avis, anti-France, donc je suis quand même très, très inquiet. C'est que M. Macron est un minus. C'est que Macron, il prend un plaisir sadique, pervers, à plonger la France dans le chaos. Son objectif n'est pas de diriger la France comme le souhaitent les Français. Son objectif, c'est de rester collé à l'Élysée comme une arapède collée à son rocher, et que, en tordant les textes, les règlements, la Constitution, la loi, etc., en tordant tout ça avec certainement l'aide de conseillers sortis de Dieu sait où, pour en fait faire dire aux Français ce qu'ils n'ont pas dit et faire accepter aux Français ce qu'ils ne veulent plus. C'est ça, en fait, le vice de toute cette histoire. C'est-à-dire qu'au bout de ce système électoral, les Français ont quelque chose dont ils ne veulent surtout pas. C'est absolument tragique, c'est absolument dramatique. Plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Les scrutateurs ont procédé au dépouillement du premier tour de scrutin pour l'élection des vice-présidents. À l'issue du dépouillement, il est apparu que 10 enveloppes en trop avaient été déposées dans les urnes. Conformément à la position unanime des scrutateurs que j'ai consultés, nous allons devoir refaire le scrutin dans la mesure où les résultats aboutissaient à de trop faibles écarts. Je vous rappelle que pour ce scrutin, les délégations de vote sont interdites et que vous ne pouvez en aucun cas voter pour un collègue absent. Une fraude a été organisée dans l'organisation du scrutin dans notre Assemblée. Il faut bien que nous mesurions collectivement l'effet dévastateur pour nos principes républicains auxquels nous sommes tous attachés. Et je veux donc le dire avec beaucoup de colère et de rage même. Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude dans notre hémicycle. Honte à eux. Je vous en conjure, il faut que dans la plus grande des transparences, une enquête approfondie puisse être mise en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé. Et j'ajoute aussi parce que pour que cette fraude ait pu être organisée, il a fallu l'intention maligne de ceux qui l'ont déclenchée. Mais il faut aussi que nous regardions la nature de nos modalités d'élection pour les améliorer considérablement et sortir d'une forme, allez, je ne veux pas qualifier ça d'amateurisme, mais d'à peu près qui n'est pas à la hauteur de la qualité de la démocratie française. On a constaté lors du premier scrutin qu'il y a eu du bourrage d'urne, il faut dire les choses. Ce qui me permet d'observer que depuis qu'Yaël Braun-Pivet préside cette Assemblée nationale, c'est constamment le chaos. Mais alors qu'il y a eu ce bourrage d'urne, on a demandé, avec mon collègue Hugo Prévost et moi-même, qui sommes membres du bureau d'âge, dans la mesure où on est les plus jeunes de l'Assemblée nationale, notre rôle, tant qu'il n'y a pas eu l'élection des secrétaires, c'est de surveiller le bon déroulement du scrutin. Et attendez, c'est inédit ce qui est en train de se passer. Donc on a demandé à Yaël Braun-Pivet d'avoir une réunion avec le bureau d'âge chargé de surveiller le bon déroulement du scrutin. Ce n'est pas possible que Yaël Braun-Pivet décide toute seule de comment vont continuer de se dérouler les élections et surtout qu'elle tire seule les raisons ou le pourquoi ou le comment ou peut-être le fait d'éviter la question du fait qu'il y a eu un bourrage d'urne. On est obligé de recommencer parce qu'on l'a vu hier, les marges sont très faibles entre les différents candidats. Et donc, c'est aussi ce qui s'est passé aujourd'hui pour les vice-présidences. Et il y a un ordre dans les vice-présidences. Et donc, cette marge d'erreur de 10 était supérieure aux écarts qu'il y a aujourd'hui entre les candidats qui auraient dû être élus. Je suis obligé de constater qu'un écart de 10 sur un nombre de bulletins comme ça, avec autant de gens qui surveillent, c'est pas normal.
D'accord. Et donc voilà, je suis, mais soyez persuadés que je suis très triste, très attristé par le spectacle. Nous sommes la maison de la démocratie, nous sommes le cœur de la démocratie. Et donc si ici on ne peut pas avoir un scrutin sincère, évidemment là on est dans une étape supplémentaire de remise en cause de nos institutions. Vous voyez, c'est qu'on ne veut plus de M. Macron. On ne le veut plus. Il y a 75 à 80% des Français qui ne peuvent plus ne simplement que voir sa tête, entendre ses propos. Il y a 80% des Français qui ne le peuvent plus, ne le supportent plus. C'est ça le grand message qui a été envoyé par ces élections. Et en définitive, on arrive à quoi? On arrive que ce soir, on a comme président de la République Macron, toujours comme avant les élections, avant les deux séries d'élections. Comme Premier ministre, on a M. Attal, qui certes est, paraît-il, démissionnaire, mais il est quand même maintenu pour gérer les affaires courantes. Personne ne sait d'ailleurs ce que signifie gérer les affaires courantes. Donc M. Attal, il est démissionnaire, mais il est quand même là. Voilà. Donc on ne sait pas, on est dans un truc à la Macron en même temps. On ne sait pas si on a un gouvernement ou si on n'en a pas. On ne sait pas si on a un Premier ministre ou si on n'en a plus. On ne sait pas si on a un ministre des Affaires étrangères, si on n'en a plus, etc. Et puis, comme présidente de l'Assemblée nationale, on avait Mme Braun-Pivet, championne de la Macronie, et on retrouve Mme Braun-Pivet. C'est-à-dire que, et ça c'est absolument tragique pour la suite des événements, c'est-à-dire que le système français, la démocratie française est devenue désormais complètement dysfonctionnelle, ne marche absolument plus, de la faute de Macron, responsable numéro 1, mais de la faute par ailleurs de toute la petite camarilla qui rôde autour de Macron, de la faute de M. Wauquiez, de la faute de M. Mélenchon, de la faute de la gauche qui a bloqué le système de vote nominal majoritaire à 2 tours en voulant faire blocage au Rassemblement national, ce qui a eu pour effet d'amener des votes totalement contre nature à des électeurs qui ne voulaient pas du RN, ont voté pour la France insoumise, mais sans en vouloir le programme. Et donc on est dans une espèce de confusion générale des esprits, un chaos dont se délecte M. Macron à l'évidence. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument. Voilà l'ennemi. Celui qui détruit la France. Ce n'est pas une menace. Il est présent. Il agit selon un logiciel qui n'est pas le nôtre. Il piétine la Constitution. Il est l'ennemi du peuple français parce qu'il veut faire de la France ce que les Français ne veulent pas. L'ennemi, il faut distinguer la menace qui est potentielle et l'ennemi qui est présent. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins. Nous avions alerté le gouvernement afin que le délitement de la France cesse. Depuis, qu'y a-t-il de nouveau? Rien. La situation a empiré. J'ai quelques ouvrages. La liste n'est pas exhaustive. Macron, le fossoyeur de la France. Macron, le grand liquidateur. La France vendue à la découpe. Les liquidateurs. L'homme qui n'aimait pas la France. Les traîtres. Il y en a bien d'autres. Et puis, il y en a un que je n'ai pas, qui est la cerise pour le gâteau. Le traître et le néant, écrit par messieurs Davé et Lhomme, qui avaient eux-mêmes interviewé le précédent président de la République. Voilà l'ennemi, celui qui détruit la France. Ce n'est pas une menace, il est présent. Il agit selon un logiciel qui n'est pas le nôtre. Il piétine la Constitution. Il est l'ennemi du peuple français parce qu'il veut faire de la France ce que les Français ne veulent pas qu'il fasse. On peut vous dire, on peut vous opposer, Général Coustou, foutaise, calomnie. Parmi les titres que j'ai cités, combien d'auteurs ont été traînés devant les tribunaux? À ma connaissance, aucun. Ce qui montre bien que ce qu'ils disent est avéré, sourcé, prouvé. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas journaliste d'investigation. Ça me suffit. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument. Je signe et je leur demande. C'est lui qui détruit la France. Qu'est-ce qui va en France aujourd'hui? L'armée est chargée de défendre le peuple français, la France et le peuple. Je suis président d'honneur de Place d'Armes, qui a pour raison sociale d'entretenir le lien entre l'armée et la nation. Qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui? Hormis peut-être encore un peu l'armée, qui est échantillonnaire, ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que l'hôpital va bien? La santé, l'agriculture, l'industrie, que sais-je encore? Depuis 7 ans que M. Macron est au pouvoir, qu'a-t-il fait pour redresser la France? C'est lui qui l'a détruit. Il n'y a pas besoin de M. Poutine. Voilà, donc j'affirme que c'est lui
le liquidateur, le destructeur de la France. C'est lui qui devrait partir s'il avait un peu d'honneur. Mais c'est un mot qui doit être absent de son vocabulaire. Pour son discours, pour revenir, Général Coustou, sur le discours d'Emmanuel Macron le 27 février, je crois, dans lequel il suggérait, il envisageait en tout cas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Pour quelles raisons militaires, s'il en existe, vous allez sans doute me dire que oui, pour quelles raisons militaires cet engagement est-il une folie? Bien, d'abord, nous n'avons pas les moyens. C'est trop officiel. En guerre de haute intensité, l'armée française serait capable de tenir pendant 3 jours sur un front de 80 km. Oui, c'est ce que dit un rapport parlementaire. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas les moyens. Alors, d'ailleurs, on voit bien toutes les difficultés que l'OTAN a à contenir cette avance russe. Nous qui devions la balayer d'un revers de main, nous avons toutes les peines du monde. Nous sommes incapables. En plus, n'oublions pas que la Russie détient une arme que nous ne possédons pas et que nous ne pouvons ni intercepter ni détruire. C'est la fameuse arme hypersonique. Il ne faut pas oublier que, à une seule frappe, une seule bordée, disons, la Russie serait capable d'envoyer par le fond tous les porte-avions américains. Nous ne faisons pas le poids à l'heure actuelle face à la Russie. C'est pour ça que c'est folie, concrètement. En fait, c'est envoyer des troupes à la mort, directement. Absolument. Mais ceux qui les enverraient n'iraient pas en première ligne. C'est-à-dire le président, notre gouvernement et tous les godillots du Parlement, je pèse mes mots, ce ne sont pas eux qui vont aller en première ligne. Ils répondent à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ils n'ont que faire du peuple français, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'aiment pas. En fait, le sujet est très simple pour moi. Nous ne sommes pas dans le même logiciel. Je me permets de faire... je ne sais pas si la publicité est autorisée. On peut. On est sur un média libre. Je ne fais que recommander ce livre que je suis en train de lire, La mafia et la Maison Blanche, de Jean-François Guéroult. C'est absolument sidérant. Dans ce livre, il explique comment les présidents américains, depuis fort longtemps, et jusqu'au président Obama, je n'ai pas fini le livre, sont complètement tenus par la mafia. Et là, on comprend bien que tout ce qui se passe sur la planète en général et en France en particulier dépend de ce pouvoir occulte, c'est-à-dire l'oligarchie financière internationale et cette mafia dont le nom avait même été interdit aux États-Unis. Voilà. À partir du moment où on a compris ça, on comprend la guerre en Ukraine. Le peuple ukrainien, c'est la grande victime de cette guerre. Mais l'enjeu, et on le sait bien, c'est le bras de fer entre le dollar qui assied la puissance américaine et la Russie qui est la puissance montante. Et les BRICS. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 40 États sur la planète qui suivent les États-Unis, dont nous, qui sommes, peut-être un peu brutal, un quasi-protectorat américain. On peut pas se voiler la face. Justement, on en parlera dans quelques secondes. Bon. Et puis, par ailleurs, il y a 150 États qui piétinent et qui sont face à ce monde occidental qui ne se rend même pas compte qu'il est en train de perdre la main. Avec nous, en pole position. Macron comme MacMahon, la stratégie du chaos. Le 12 juin 2024 marque un tournant significatif. 30 mois plus tôt, le 19 janvier 2022, la France a été témoin d'une crise de régime sans précédent sous la VE République, rappelant celle de 1877 qui a mené à la démission du président MacMahon. Cette crise s'est concrétisée en juin 2022 avec la mise en minorité du président, sans solution alternative possible. En mars 2023, le pays a fait face à un conflit majeur sur les retraites. En dissolvant l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, à un moment des plus critiques, le président Emmanuel Macron a choisi de mettre fin à son mandat en adoptant une stratégie du chaos. Près de 10 ans plus tôt, le 26 août 2014, Emmanuel Macron faisait son entrée au gouvernement comme ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande. 3 ans plus tard, il devenait, à moins de 40 ans, le plus jeune président de la République française, avec un profil rappelant celui de Valéry Giscard d'Estaing. Dès le début, Macron a séduit les classes supérieures et les retraités, adeptes de la mondialisation heureuse et désireux de stabilité. Cela lui a permis de recueillir 24% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Son élection au second tour s'est finalement faite grâce au rejet massif de sa concurrente, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, droite radicale. En 2022, le scénario se répète. Cependant,
son bilan controversé, révolte des Gilets jaunes, etc., et le rejet de sa personne par une large fraction de l'électorat l'empêche d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Hérodote.net avait anticipé cet échec dès janvier 2022. Les révisions constitutionnelles de 2000 et 2008, en instituant le quinquennat, les élections législatives dans la foulée des présidentielles et le non-cumul des mandats, ont dévoyé l'esprit de la Constitution de 1958. S'ensuit une présidence chaotique, marquée par des manifestations contre la réforme des retraites, l'explosion de la situation en Nouvelle-Calédonie, le saccage des services publics et des grands corps de l'État, une quasi-déclaration de guerre à la Russie et l'expulsion humiliante de la France de l'espace sahélien. Cette période turbulente aboutit à la fatidique soirée du dimanche 9 juin 2024, marquée par un rejet manifeste de la personne même du président. Sa liste subit une défaite cinglante, 15% des suffrages, tandis que la liste du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella, triomphe avec 32% des suffrages, dans une sorte de revanche sur le référendum, volé, du 29 mai 2005. Emmanuel Macron s'est défendu mollement d'avoir favorisé la progression du Rassemblement national, rejetant la faute sur le peuple français, notamment sur ce qu'il qualifiait de « ceux qui ne sont rien », discours du 29 juin 2017. À Berlin, le 26 mai 2024, il a déclaré « Ce n'est pas moi qui ai choisi un adversaire qui est l'extrême droite, ce sont les Français qui me l'ont donné ». La situation que traverse la France sous Macron offre plusieurs leçons de vie pertinentes, notamment en matière de leadership, de politique et de gestion des crises. Voici quelques leçons clés. 1. L'importance de l'écoute et de la connexion avec le peuple. Un leader doit être en phase avec les préoccupations et les attentes de la population. Le sentiment de déconnexion entre Macron et une large partie des Français a alimenté le rejet de sa personne et de ses politiques. Une écoute attentive et une communication empathique sont essentielles pour maintenir la confiance et le soutien du public. 2. La gestion des crises avec prudence. Face à une crise, les décisions impulsives ou basées sur des calculs politiques peuvent aggraver la situation. Dissoudre l'Assemblée nationale à un moment critique, comme le décrit le texte, peut être perçu comme une tentative de manipulation qui se retourne contre le leader. La prudence et la recherche de solutions constructives sont souvent plus bénéfiques. 3. L'acceptation des responsabilités. Un leader doit assumer la responsabilité de ses actions et de leurs conséquences, plutôt que de blâmer les autres. Rejeter la faute sur le peuple ou sur des adversaires politiques peut aggraver le mécontentement et l'aliénation. La transparence et l'honnêteté renforcent la crédibilité et le respect. 4. L'impact de la perception publique. L'image et la perception publique d'un leader jouent un rôle crucial dans son succès ou son échec. La manière dont un leader est perçu par le public influence ses chances de maintenir le pouvoir et de mettre en œuvre ses politiques. Gérer cette perception avec authenticité et intégrité est fondamental. 5. L'adaptabilité et la résilience. Les leaders doivent être capables de s'adapter aux circonstances changeantes et de faire preuve de résilience face aux défis. Les périodes de turbulence exigent des ajustements stratégiques et une capacité à rebondir après les échecs. 6. L'importance de la stabilité politique. La stabilité politique est essentielle pour le progrès et la prospérité d'un pays. Les actions qui créent un climat de chaos et d'incertitude peuvent nuire à la société dans son ensemble. Les leaders doivent s'efforcer de promouvoir la stabilité et la cohésion. En somme, la crise sous Macron nous rappelle que le leadership efficace repose sur l'écoute, la prudence, la responsabilité, la gestion de la perception publique, et la capacité à s'adapter aux défis. Ces leçons sont applicables non seulement en politique, mais aussi dans divers aspects de la vie personnelle et professionnelle. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.